commission des affaires sociales examine 2 propositions de loi sensibles. La saisie des amendes impayées sur les minima sociaux et l'exercice en France des médecins diplômés au Royaume-Uni. Regardez, partagez et abonnez-vous pour suivre les débats sociaux au Parlement. Nous en venons donc à la proposition de loi visant à faire assumer à chacun les conséquences de ses actes en permettant la saisie des amendes non payées sur les minima sociaux. Je passe la parole à la rapporteure Josiane Corneloup, que je suis heureux d'accueillir. Allez-y, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Tout d'abord, je souhaite adresser mes meilleurs vœux à ceux que je n'ai pas encore vus pour cette nouvelle année. Je souhaite également remercier mon collègue Fabien Di Filippo pour la préparation et le dépôt de la proposition de loi que nous nous apprêtons à étudier, ainsi qu'Arnaud Simillon pour sa participation à une bonne partie des auditions que j'ai conduites, et naturellement toutes les personnes qu'il m'a été donné d'entendre dans ce cadre ou qui m'ont fait parvenir une contribution écrite. Ce texte part d'un constat. Le taux de recouvrement des amendes pénales plafonnait pour 2023, soit le dernier exercice connu, à 46%. Certes, c'est mieux dans certaines branches. Nous arrivons à un taux de 80% pour les excès de vitesse ou pour les homicides et blessures involontaires. Mais c'est en revanche à peine 25% pour les vols et moins de 15% pour la drogue et les escroqueries. Pour les amendes forfaitaires délictuelles, c'est par exemple l'usage de stupéfiants, la conduite sans permis ou sans assurance, l'occupation illicite de halls d'immeubles, seuls 27% de celles émises en 2024 ont été exécutées dès cette même année. Quant aux amendes forfaitaires contraventionnelles, qui normalement sont payées immédiatement, c'est par exemple les radars, les tapages nocturnes, un recouvrement forcé est nécessaire dans 27% des cas. De tels chiffres ne peuvent que faire naître le vœu que le paiement des amendes soit amélioré. Le texte qui nous occupe aujourd'hui, de mon collègue Fabien Di Filippo, qui n'en est qu'une des solutions, se borne au champ de la Commission des affaires sociales. On pourrait également penser à améliorer l'assistance aux personnes condamnées, on pourrait aussi leur parler des majorations, on pourrait avoir une meilleure connaissance peut-être des personnes condamnées. Je dois reconnaître avoir été choquée d'entendre les associations, mais aussi de lire sous la plume de certains collègues dans leurs amendements, que mon groupe pourrait penser que la totalité du défaut de recouvrement de ces amendes est liée aux personnes bénéficiant de minima sociaux et prestations familiales. En effet, cette hypothèse n'a jamais été faite, ni par moi, ni par Fabien Di Filippo. D'ailleurs, elle n'a aucune consistance, compte tenu d'un manque de données sur lequel je reviendrai. Loin de nous cette idée de stigmatiser ces personnes, nous n'avons pas de chiffres précis des personnes bénéficiant de minima sociaux ou de prestations familiales qui sont concernées. Mais la proportion de ces personnes, même si elle est inconnue, n'est pas forcément nulle. Cela montre toutefois que ce ne sont pas les députés de droite qui auraient des préjugés sur les bénéficiaires d'aide sociale, mais que ce sont d'autres intervenants du débat public qui se font des clichés sur ma famille politique. On ne stigmatise pas ces personnes, c'est plutôt vous qui nous portez des intentions qui ne sont pas les nôtres. Tout au contraire, notre motivation est de répondre à plusieurs situations injustes dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Il y a d'abord une incohérence dans le paysage des prestations. Certaines indemnités de l'assurance maladie, je pense particulièrement aux indemnités journalières, ou pensions, c'est le cas des pensions de retraite, d'invalidité, sont déjà saisissables, alors même que leur nature contributive est plus affirmée que celle du revenu de solidarité active, par exemple. Il y a ensuite une incompréhensible différence de traitement entre les individus ou les foyers modestes. Ceux qui ont exclusivement, ou en tout cas très majoritairement, le fruit de leur travail comme ressources peuvent voir les éventuelles amendes auxquelles ils ont été condamnés saisies, alors que ceux qui ont seulement ou essentiellement le bénéfice de prestations ne sont pas susceptibles d'être concernés par un recouvrement forcé de la même amende. Quand bien même, les revenus du salarié ne sont pas forcément plus élevés que ceux de l'allocataire. Il n'est pas porté atteinte avec cette PPL au solde bancaire insaisissable. Ça a été beaucoup évoqué pendant nos auditions. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame que la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Quand on commet une infraction, il faut en répondre devant la société. C'est pourquoi l'État
en tant que créancier, peut d'un côté accorder des étalements, voire des remises, mais jouit de l'autre côté de privilèges, comme celui de faire procéder par le Trésor, après des relances d'abord amiables puis comminatoires, à une saisie, le mode principal étant aujourd'hui la saisie administrative à tiers détenteur, notamment auprès de la banque, qui héberge le compte de la personne condamnée, ou chez l'employeur de cette dernière. Sur le seul champ des amendes et autres sanctions pécuniaires, pas moins de 13,3 millions de telles saisies ont été nécessaires en 2024. Malgré cela, les taux de recouvrement sont aussi faibles que je le disais il y a un instant. Alors naturellement, il convient que l'exécution soit gérée de manière réaliste. C'est pourquoi notre proposition de loi envisage un plafond de 50 €. Un amendement de nos collègues socialistes avait été déposé en ce sens. Celui-ci a été retiré et je l'ai moi-même repris très volontiers parce que je trouve qu'il est de nature justement à préciser ce que peut-être le texte pouvait ne pas préciser. Mes chers collègues, je voudrais vous rassurer sur 2 points. Une partie des personnes avec qui je me suis entretenue s'est inquiétée au regard du principe d'individualisation. Mais le problème ne se pose pas, puisque la peine elle-même est rigoureusement personnelle. Il n'en va pas différemment des conséquences du paiement d'une amende sur un couple et ses enfants que celle d'une autre dépense. Quand on abîme sa voiture à cause de la neige, cela a aussi une incidence sur le foyer, mais on peut décider de payer seul ou à 2. Il n'y a pas de différence entre une amende et une autre dépense. S'il y a des indus à rembourser, la CAF va procéder au remboursement. Cela va bénéficier aux 2. Il existe aussi des foyers unipersonnels. Par ailleurs, et ce n'est pas une omission, la proposition de loi laisse intégralement s'appliquer les dispositions relatives à ce que l'on appelle souvent le solde bancaire insaisissable, c'est-à-dire la somme à caractère alimentaire qui ne peut être saisie, laquelle équivaut au RSA. Si bien que pour une personne ne percevant que le RSA, il n'y aurait pas de changement et les amendes resteraient en principe irrécupérables. Autrement dit, cette proposition de loi, elle est proportionnée et elle est respectueuse en laissant le minimum décent, le montant du RSA qui n'est pas touché. Quelqu'un qui n'a, je le disais précédemment, que le RSA ne sera pas saisi. Je conclus en revenant presque à mon point de départ. La proportion de justiciables qui ne s'acquittent pas de leur amende précisément du fait de l'insaisissabilité de leurs allocations n'est pas connue à ce jour, faute pour les fichiers des juridictions, des finances publiques et des organismes sociaux d'être appariés. Mais j'y vois cependant une piste intéressante. Il y a d'ailleurs 2 amendements qui proposent des rapports pour préciser justement d'une part la proportion de personnes qui ne paient pas volontairement, celles qui ne paient pas parce qu'elles sont précaires ou parce que l'information ne leur est jamais parvenue ou parce qu'elles sont insaisissables. Nous savons aussi que les étrangers de passage dans notre pays parfois ne paient pas les amendes parce qu'ils pensent qu'ils ne seront pas poursuivis. Ce rapport et un autre qui est de même nature permettrait de préciser la situation. La CNAF sait se mettre en ordre de marche pour prélever. La DSS nous a dit que les caisses sont habituées à répondre aux sollicitations du Trésor pour des saisies comme pour la récupération d'indus, mais ils ne communiquent pas systématiquement la situation des personnes. La modulation des 50 €, la loi n'a pas vocation à rentrer dans ces détails et si cela doit intervenir, la loi réglementaire précisera tout cela. Voilà, je vous laisse maintenant procéder aux prises de parole de chacun des groupes respectifs. Merci Madame la rapporteure, merci beaucoup. Je vais effectivement tout de suite donner la parole aux orateurs de groupe, en commençant par le Rassemblement national, Madame Angélique Ranck. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. Ce texte nous oblige à nous interroger sur l'effectivité des sanctions prononcées par l'État. Lorsqu'une sanction n'est pas exécutée, elle cesse d'être dissuasive. Elle fragilise la crédibilité de la loi et elle nourrit un sentiment d'impunité. Et dans la réalité, nous le savons tous, là où les citoyens respectueux hésitent à contrevenir aux règles, d'autres n'hésitent pas à s'en affranchir. Ils savent qu'ils pourront échapper aux conséquences de leur acte,
soit en raison de situations administratives complexes, on le sait tous, soit en raison d'un solde bancaire insuffisant, qui ne reflète parfois en rien leurs moyens réels, quand on sait que des flux importants d'argent liquide peuvent circuler dans certains quartiers. Par ailleurs, ce sont plus fréquemment les délits les plus graves qui ont un taux de recouvrement le plus faible. Violence, destruction, vol stupéfiant, recel ou escroquerie. Dans une société où la lutte contre l'insécurité devient une priorité pour les Français, il est inacceptable que les infractions les plus graves soient aussi celles pour lesquelles la sanction est la moins effective. Il en résulte un véritable deux poids, deux mesures qui fragilise le sentiment de justice de nos concitoyens, affaiblit nos règles de vie commune et remet légitimement en cause le consentement à l'impôt. Le problème des amendes impayées constitue donc un enjeu majeur de justice sociale et fiscale. C'est précisément à cet enjeu que répond cette proposition de loi, en renforçant l'effectivité des sanctions prononcées par l'État. Par ailleurs, le dispositif proposé conserve l'existence du solde bancaire insaisissable prévu par la loi, permettant aux personnes les plus modestes de faire face à leurs besoins essentiels, notamment alimentaires. Pour toutes ces raisons, le Rassemblement national considère que ce texte va dans le bon sens. Il apporte des réponses utiles à un enjeu réel de justice et d'autorité de l'État. Je vous remercie. Merci beaucoup. Christine Dabour pour Ensemble pour la République. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. Madame la rapporteure, votre proposition de loi, bien qu'animée par une volonté de justice, porte atteinte aux principes mêmes qui fondent notre solidarité nationale. Le droit français, avec raison, protège très fermement les prestations familiales et les minima sociaux. Ce ne sont pas des revenus classiques. Les prestations familiales sont destinées à soutenir un foyer, surtout à couvrir les besoins des enfants. Le RSA, quant à lui, garantit un minimum vital pour éviter que des individus ne se retrouvent sans rien pour vivre. Dès lors, le principe fondamental qui s'impose, c'est celui de l'insaisissabilité de ces prestations. Ce texte en propose une remise en cause directe. En permettant la saisie de ces prestations pour le recouvrement d'amendes, on oublie la logique pénale. Une peine doit frapper l'individu responsable de l'infraction et non son entourage. Or, les prestations familiales sont versées au foyer, pas à un seul individu. Saisir ces prestations pour recouvrer une amende, c'est faire payer les enfants ou le conjoint pour une faute qu'ils n'ont pas commise. Cela va à l'encontre du principe d'individualisation des peines. En outre, ce dispositif toucherait prioritairement les foyers avec enfants, renforçant ainsi l'inégalité. À situation pénale équivalente, un parent serait plus exposé qu'une personne sans enfant, ce qui soulève un problème d'équité et de conformité au préambule de 1946 sur la solidarité envers les familles. Un effet de bord inacceptable souligné par les services de l'État et soulevant des questions constitutionnelles. Enfin, ce texte ne soulève pas seulement des questions de principe, il crée également des défis pratiques majeurs, tant sur le plan opérationnel que logistique. Les administrations l'ont d'ailleurs évoqué lors des auditions. Actuellement, les systèmes sont conçus pour gérer des indus internes et non des dettes pénales externes. Toute modification nécessiterait une définition précise des prestations concernées, des adaptations informatiques lourdes et des délais de mise en œuvre estimés entre 9 et 12 mois. Les administrations reconnaissent qu'elles ne disposent pas de données sur le nombre de bénéficiaires de prestations sociales parmi les non-payeurs d'amendes. Elles soulignent également que beaucoup de personnes concernées sont insolvables et que les saisies risquent de recouvrer peu, voire rien, dans un nombre significatif de cas. Ce texte risque de fragiliser davantage des familles déjà en difficulté et de créer une machine administrative complexe pour un gain incertain. Pour toutes ces raisons, le groupe Ensemble pour la République s'opposera à cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci. Adrien Clouet pour le groupe LFI. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, Margaret Thatcher contre-attaque à partir d'un constat. Beaucoup d'amendes en France ne sont pas payées. Pourquoi ? Car chaque agent des finances publiques s'occupe aujourd'hui de 20 000 titres impayés, ce qui est infaisable. C'est infaisable parce que 50 000 emplois ont été supprimés dans le service depuis 2002 et ça nous rappelle que des fonctionnaires en moins, c'est de l'argent en moins qui rentre dans les caisses de l'État. Bref, mais comme à chaque fois que vous voulez faire diversion, plutôt, vous tapez sur la tête des précaires. Le texte propose donc de saisir les amendes impayées sur minima sociaux. On pouvait déjà sur le salaire, indemnité de chômage, pension, etc. Mais ça ne vous suffit pas. Comme si le président Macron n'avait pas déjà, par ailleurs, un bilan épouvantable en la matière. 1 million de pauvres supplémentaires, 350 000 sans-abri, 10% de surendettement cette année supplémentaire, etc. On va rappeler quand même de quoi on parle avec les prestations sociales concernées. Le RSA, c'est 635,71 € pour une personne. Bon, c'est à peu près ce que dépense Laurent Wauquiez pour un déjeuner, pour faire des échelles compréhensibles pour tout le monde à droite. Ça concerne 20% de nos compatriotes dans les Outre-mer. Ça concerne près de 10% dans les Pyrénées-Orientales, dans les Ardennes ou dans le nord de la France. Et cela correspond à des prestations qui sont souvent familiales, donc versées à différentes personnes au même titre. Et donc ça veut dire que si jamais vous retirez l'argent d'une amende d'une prestation, eh bien vous pénalisez des membres d'une famille pour ce qu'ont fait d'autres membres de la famille.
ce qui me paraît quand même tout à fait hors de propos et même carrément lunaire. Ce vient s'additionner avec le dernier rapport du Défenseur des droits qui nous rappelle très bien quelles sont les personnes frappées par les formes de multiverbalisation, notamment des jeunes, c'est le rapport d'avril 2025, des jeunes dans les quartiers populaires perçus comme noirs ou arabes, qui cumulent des dizaines et des dizaines d'amendes. On parle parfois de 20 à 30 amendes par mois pour les mêmes jeunes qui ne se voient pas prendre des amendes parce qu'ils auraient commis des infractions, mais parce qu'ils sont sur la voie publique, comme conséquence de politiques dites d'éviction sur la voie publique. Il y a un rapport, donc je vous encourage à le lire, c'est avril 2025, Défenseur des droits. Vous avez ici des listes de jeunes qui, à 19 ans, ont 102 amendes, 32 000 euros à rembourser, et ça sans avoir commis d'infraction, mais uniquement dans le cadre de politiques d'éviction de voie publique. Ça veut dire qu'on va faire payer leur famille entière pour des politiques de contrôle social qui ont une dimension raciste. Donc, les gens que vous voulez criminaliser sont les personnes les plus pauvres, et notamment parmi elles, les personnes racisées. L'esprit de cette loi, c'est d'affaiblir l'État et d'humilier les gens. Je pense que relever la tête commence par le rejet de ce texte. Merci. Arnaud Simion, pour le groupe socialiste. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, sauf votre respect, Madame la rapporteure, cette proposition de loi est socialement indécente et politiquement injuste. Oui, c'est indécent car on s'attaque aux plus pauvres, aux plus précaires, à celles et ceux qui vivent déjà sous le seuil de pauvreté. Elle organise une forme de double peine sociale. La pauvreté devient à la fois une condition et une sanction. J'ai participé, vous l'avez dit, Madame la rapporteure, la semaine dernière à une partie des auditions, notamment avec les membres du Secours populaire, du Secours catholique et de l'UNIOPS. Je veux noter la patience des interlocutrices et interlocuteurs pendant cet échange, toutes et tous engagés dans le réel d'un quotidien que je pensais que nous connaissions toutes et tous. Engagés, disais-je, pour accompagner celles et ceux qui sont les plus fragiles d'entre nous pour leur recherche d'autonomie et de leur propre dignité. Je retiens cette interpellation du membre du Bureau national du Secours populaire vous étant adressée. Que veut-on faire avec les plus pauvres? Les couler un peu plus? Les voir finir à la rue? Les gens qui ont des minima sociaux, on veut les réintégrer dans la société. Alors que les chiffres, ça a été dit, de la pauvreté et des précarités ont explosé. 15% des Françaises et des Français vivent sous le seuil de pauvreté. Ce texte remet en cause le principe fondamental de notre pacte social. Les minima sociaux ne sont pas des revenus ordinaires, mais des filets de sécurité vitaux. Les toucher, même à hauteur de 50 € par mois, c'est retirer le minimum vital des personnes qui n'ont déjà plus rien. L'indécence de ce texte tient aussi à ce qu'il détourne le regard des véritables enjeux de justice fiscale et sociale. Les montants concernés par ces amendes n'ont strictement rien à voir avec les sommes colossales de la fraude fiscale, estimée chaque année à 80 à 100 milliards d'euros. C'est un renversement complet des priorités, un choix de société qui nous choque. On traque les pauvres avec une efficacité redoutable, là où on fait preuve d'une indulgence structurelle envers les puissants. Cette proposition de loi frappe les plus pauvres pour des montants dérisoires à l'échelle des finances publiques, mais dévastateurs à l'échelle d'un budget de survie. Bien évidemment, les députés socialistes voteront contre cette proposition de loi. Merci beaucoup. Justine Gruet, pour la droite républicaine. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. La France insoumise est, comme à son habitude, très stigmatisante, puisque vous prétendez défendre les personnes bénéficiaires de minima sociaux, alors que nous parlons ici de personnes ayant enfreint la loi. Les amendes pénales ou forfaitaires sont en effet des sanctions qui consistent à payer une somme d'argent au trésor public et représentent plus d'un tiers des peines prononcées par les tribunaux français à l'issue du jugement. Mais le taux de recouvrement de ces amendes reste trop faible. Nous étions à 48% ces dernières années. Au-delà du fond et du montant que cela représente pour nos finances publiques, il s'agit également d'un symbole. En effet, à ce jour, le Trésor public dispose de plusieurs procédures pour obtenir le paiement de ces amendes. La proposition de loi élargit là les motifs de saisie des prestations familiales déjà saisissables en incluant le motif du remboursement des amendes impayées. Elle propose également que le RSA et l'ASS insaisissables jusqu'alors puissent faire l'objet d'une saisie partielle et étalée. Et bien évidemment, cette saisie sur les prestations sociales s'effectue dans le respect du montant du solde bancaire insaisissable. Le groupe de la droite républicaine défend ici la justice entre l'ensemble des contribuables. Il est anormal que certains se pensent exonérés du paiement de leur amende, se croient au-dessus des lois et de leurs sanctions. Cette proposition de loi répond également à un impératif d'efficacité de l'action publique. Entre frais de relance et procédures longues, le Trésor public fait parfois le choix d'abandonner le recouvrement, d'autant plus si cette procédure a un coût supérieur à la somme due à l'administration.
Aujourd'hui, une partie de la population peut se livrer à des actes délictueux en sachant qu'il n'y a jamais de conséquences. Notre groupe votera donc pour cette proposition de loi afin d'envoyer un signal d'égalité face à la réparation demandée par un jugement. Elle poursuit ainsi 2 objectifs, à la fois renforcer la justice avec des sanctions effectives et rendre plus efficient le recouvrement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sandrine Rousseau pour le groupe écologiste. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. Alors la proposition de loi des Républicains a l'audace de s'intituler « Faire assumer à chacun les conséquences de ses actes ». Coucou Nicolas Sarkozy, si vous nous entendez. S'il y a une conséquence concrète à l'acte qui serait d'adopter ce texte, elle est de saper encore davantage la dignité des personnes les plus pauvres. Bien entendu, l'application des peines est un sujet essentiel et aucune décision de justice ne doit rester sans application. Une exécution de peine ne peut cependant se réduire à une simple logique comptable de recouvrement. Interrogez-vous sur l'explosion de l'application d'amendes forfaitaires délictuelles. 1,6 million de ces amendes forfaitaires ont été établies en 5 ans, qui désindividualisent les peines. Des amendes forfaitaires surtout arbitraires et attentatoires que la défenseure des droits, et ça a été rappelé par mon collègue, appelle à supprimer. Mais que proposez-vous? Vous remettez ici en cause un principe fondamental, l'insaisissabilité des minima sociaux. Vous voulez ponctionner le RSA, l'allocation de solidarité spécifique et même des prestations familiales, c'est-à-dire les ressources des personnes les plus pauvres dans notre pays, le peu qui permet de survivre et de subvenir aux besoins de ces enfants. Parce qu'à la fin, c'est quand même eux qui vont être les premières victimes de votre proposition de loi. Tout ça pourquoi? Pour un acharnement au gain financier dérisoire, mais au coût social dévastateur. Pendant que vous cherchez à traquer quelques dizaines d'euros sur des minima sociaux, votre gouvernement, avec les macronistes, continue d'apaiser les contrôles sur les grandes entreprises et les plus riches, selon la Cour des comptes, là où se trouvent pourtant des milliards de fraudes et d'optimisation fiscale. Dur avec les faibles, doux avec les forts, voilà le projet. Parce que faire les poches des plus pauvres n'a jamais produit la moindre justice, le groupe écologiste et social s'opposera avec force à cette proposition de loi. Merci. Philippe Vigier pour les groupes. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, nous ne soutiendrons pas votre proposition de loi. Nous ne la soutiendrons pas pour des raisons simples. C'est tout d'abord, vous souhaitez modifier le régime d'exécution des amendes, alors qu'il faille responsabiliser naturellement tous les Français là-dessus. C'est un point sur lequel nous nous retrouverons sans difficulté. En revanche, d'aller prélever des amendes impayées sur des minima sociaux comme le RSA, comme naturellement l'éducation familiale ou alors les allocations de fin de droit, eh bien, c'est projeter plus encore dans la pauvreté celles et ceux qui sont déjà, malheureusement, dans des situations extraordinairement précaires. Ça a été dit à l'instant par ma collègue Sandrine Rousseau, lorsque vous savez que la loi a été votée, c'était en 2008, sur cette notion d'insaisissabilité. Et donc, il faut revenir à ces débats tels qu'ils se sont produits. Pourquoi et le comment nous sommes arrivés à cette décision, d'ailleurs quasi unanime à l'Assemblée nationale. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est quelque part aussi le revirement qui existe à l'heure actuelle. Oui, lutter contre ceux qui fraudent, oui, mais il est un minimum sur lequel on ne va pas aller chercher 30 ou 50 euros sur celui qui bénéficie à l'heure actuelle d'un RSA. Alors qu'il faille faire des évolutions, nous sommes favorables, mais d'aller prélever comme cela à l'aveugle sur des personnes qui sont en immense fragilité, nous ne pouvons pas vous suivre. Nous voterons donc contre à l'unanimité. Merci. François Gernegon pour le groupe Horizon. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure, pardon, mes chers collègues. Le groupe Horizon et Indépendant considère que le principe de responsabilité individuelle constitue un fondement essentiel du pacte républicain. Une sanction pénale ou administrative qui n'est pas exécutée perd toute sa portée, alors que nul ne saurait se soustraire aux conséquences de ses actes au motif qu'il perçoit des prestations sociales. Les chiffres sont sans appel. Le taux de recouvrement des amendes pénales ne dépasse pas 50%. Pour certaines infractions, telles que les vols, la consommation ou le trafic de stupéfiants, les escroqueries s'effondrent parfois à moins de 25%. Preuve qu'un sentiment d'impunité ne fait qu'alimenter la défiance de nos concitoyens envers des institutions et encourage mécaniquement la récidive. De plus, les amendes impayées représentent un manque à gagner de plusieurs centaines de millions d'euros pour l'État chaque année. Ce sont autant de ressources qui ne peuvent être mobilisées pour financer les services publics et les politiques de solidarité. Mes chers collègues, soyons clairs, cette proposition de loi ne vise pas à stigmatiser les bénéficiaires de minima sociaux.
Elle concerne uniquement ceux qui, ayant commis une infraction sanctionnée par une amende, refusent de s'en acquitter. L'immense majorité des allocataires du RSA et de l'ASS ne seront donc pas, tout simplement, ne seront pas concernés. De plus, le plafonnement à 50 € par mois constitue des garanties de proportionnalité au regard du droit et des moyens convenables d'existence, consacrés par l'article 11 du préambule de 1946. La saisie maximale représenterait environ 7,8% du montant du RSA pour une personne seule, ce qui apparaît modéré au regard de l'objectif poursuivi de sauvegarde de l'ordre public. Mon groupe rejoint donc les auteurs de ce texte sur plusieurs principes. La solidarité nationale n'est pas incompatible avec le respect de la loi. Les droits s'accompagnent de devoirs et l'appartenance à la communauté nationale implique d'en accepter les règles communes. Le groupe Horizon et Indépendants votera donc en faveur de ce texte. Je vous remercie. Stéphane Viry pour le groupe Lyot. Oui, merci Monsieur le Président. Madame le rapporteur, je considère, en tout cas le groupe Lyot considère davantage votre proposition de loi comme une forme de proposition d'appel sur une situation réelle, celle des amendes non payées dans notre pays, et prend acte de la réponse que vous vous apportez. Pour raisonner, en fait, j'évoquerai 3 éléments. Le premier, c'est effectivement, objectivement, un faible taux de recouvrement des amendes en France, qui est une vérité et un problème. Deuxièmement, c'est qu'une amende n'est que le fruit de l'autorité judiciaire. Ça signifie qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont été condamnés à payer et qu'il faut poser le principe du respect de l'institution et de l'autorité judiciaire. Et troisièmement, que le principe de l'égalité devant la loi nous implique de travailler à l'effectivité de la sanction pénale. Pour autant, comment changer la situation dans les règles et les principes qui doivent être les nôtres et faire en sorte que les débiteurs n'échappent pas à la condamnation, quelle que soit leur situation? Peut-être 2 observations complémentaires, parce qu'il faut partir de la réalité et des faits. On a quand même en France, même si la situation n'est pas bonne, depuis quelques années, un taux de recouvrement qui augmente en vertu de processus de modernisation qui commencent à porter leurs fruits. Deuxièmement, on a, et c'est un paradoxe, un essor des amendes forfaitaires délictuelles, ce qui signifie que si on ne muscle pas le pays, on va renforcer des sanctions pénales par l'amende délictuelle, mais on ne s'assurera pas de leur paiement. Donc il faut, à mon avis, prendre le sujet à bras-le-corps, mais je trouve que la solution que vous proposez, elle manque de profondeur sur les raisons de ces non-paiements. Pour moi, il y a un défaut de comprendre les raisons pour lesquelles des personnes, fût-elles en minima social, ne payent pas. Et puis, deuxièmement, pour moi, la réponse doit être globale. Simplifier les procédures, renforcer les mesures engagées. Je ne pense pas qu'on puisse y répondre uniquement par votre proposition de loi. C'est la raison pour laquelle, en l'état, nous sommes très réservés sur votre solution. Merci. Yannick Monet pour le groupe GDR. Merci, Monsieur le Président. Cette proposition de loi reprend à son compte des données qui soulignent le recouvrement assez faible des amendes. C'est certes un manque à gagner non négligeable pour les finances publiques, et quand une infraction est commise, quand une amende est prononcée, dès lors qu'elle n'est pas contestée, il convient que l'auteur de l'infraction honore sa sanction financière. Toutefois, si l'on suit la logique de cette proposition de loi, il s'agirait d'admettre que si certaines amendes ne sont recouvrées qu'à hauteur d'à peine 50% et parfois moins, c'est parce que le RSA, l'ASS ou les prestations familiales ne sont pas saisissables. Ce qui revient à dire que la majorité des auteurs d'actes sanctionnés par une amende et les mauvais payeurs seraient les plus modestes, ne disposant pas d'autres ressources pour vivre que celles des minima sociaux. Or, Madame la rapporteure, rien ne permet d'affirmer une telle chose, à part le préjugé selon lequel être en difficulté sociale et économique signifie être versé dans les infractions. C'est une logique infondée et inacceptable, qui jette l'opprobre sur les personnes en grande difficulté économique et sociale, et ces seuls motifs justifient entièrement que nous nous opposions à cette proposition de loi. En outre, cette proposition remet en cause l'équilibre instauré par le législateur entre le droit légitime du créancier au recouvrement et la nécessité de préserver la dignité du débiteur en lui garantissant des conditions de vie minimales. Ainsi, une règle fondamentale garantit au débiteur de disposer d'une somme équivalente au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule. Or, la présente proposition de loi, en prévoyant de mettre fin à cette protection intégrale du RSA, ne serait-ce qu'à hauteur de 50 € par mois, remet en cause cette garantie de dignité assise sur un minimum vital et finalement le principe même d'une quotité insaisissable.
Alors même que le taux de pauvreté n'a jamais été aussi massif dans notre pays, c'est un bien dangereux signal qui sera adressé à l'ensemble de la société si cette proposition de loi était adoptée, en plus du préjugé discriminant qui la fonde. Merci, Monsieur Michou, pour le groupe UDR. Attendez, prenez le micro. Voilà. C'est bon, ça marche. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Madame la rapporteure, est-il acceptable qu'un casseur, un trafiquant, un drogué, un dealer, un fichier S ou des escrocs puissent ne pas payer leurs amendes alors qu'ils bénéficient de la solidarité nationale? Il apparaît de bon sens. Attends, c'est bon. J'ai pas fait le descriptif de tous les LFI, évidemment. Il apparaît de bon sens que les amendes non payées puissent être saisies sur les minima sociaux. Ces infractions, avec le plus faible taux de recouvrement, donnent l'impression d'un laxisme judiciaire, voire la profonde injustice dans notre pays. Une injustice, une intransigeance avec ceux qui travaillent, mais pour lesquels il n'y a aucune tolérance. Eux payent leurs amendes sur le RSA. Donc, il faut absolument que les délinquants soient repris sur les aides sociales. Concrètement, on est dans un pays où vous pouvez avoir une saisie sur salaire et devoir payer vos amendes. Mais où les allocations sociales sont sacralisées, même pour les délinquants qui refusent de payer les amendes. Une fois de plus, il y a d'un côté ceux qui se lèvent tôt, il y a ceux qui bossent, ceux qui cotisent, ceux qui permettent la solidarité nationale et que l'on peut ponctionner directement sur les salaires. De l'autre côté, les délinquants, les dealers, les fichiers S, qui prennent les amendes, qui ne les payent pas, qui continuent à être excusés et à percevoir les allocations. Alors on dit que les allocations ne sont pas rentrées, ces messieurs du LFI ont dit que c'est la faute des fonctionnaires qui ne font pas leur travail. Désolé, ce n'est pas la faute des fonctionnaires, c'est la faute de la loi. Et nous voulons que cette loi soit appliquée. C'est une bonne loi. L'UDR votera pour cette loi. Très bien, merci Madame la rapporteure. Peut-être en réaction à ces interventions. Merci, Monsieur le Président. Je vais peut-être répondre à vos propos de façon groupée, puisque globalement, vos propos se rejoignent sur un grand nombre de points. D'abord, vous dire que je considère que cette proposition de loi est avant tout un message de justice et de cohésion sociale, puisque les bénéficiaires de minima sociaux sont aussi des citoyens responsables. Et vous considérez que cette proposition de loi est stigmatisante pour ces personnes bénéficiaires de prestations familiales et de minima sociaux. Moi, j'ai envie de vous dire que l'exemption totale du paiement des amendes peut être perçue aussi comme stigmatisante ou infantilisante. Et je crois que ce texte a vocation à réaffirmer que droits et devoirs vont de pair. L'égalité, c'est aussi l'égalité dans les devoirs. Et aujourd'hui, c'est extrêmement injuste, puisque vous semblez penser qu'une personne qui bénéficie du RSA ne devrait pas être saisie pour ses amendes. En revanche, une personne qui travaille avec un temps limité et qui a des revenus qui sont de même nature que le RSA, elle va payer ses amendes. Ben, je trouve qu'il y a une véritable inéquité de traitement dans ces deux situations. D'autant plus que le bénéficiaire du RSA, au-delà de la perception du minima social, va également bénéficier d'avantages complémentaires. Nous le savons, c'est la cantine à un faible coût, c'est le bus également à un coût préférentiel ou le cinéma, que n'aura pas la personne qui travaille. Je trouve que ce qui est important, c'est également de rétablir l'égalité devant la sanction pénale. Je le disais, je trouve que cette situation crée une rupture d'égalité entre les citoyens face à l'exécution des peines. Il me semble que le statut social ne doit pas conduire à une exonération de fait de la sanction pénale. L'amende est une peine, elle doit être exécutée par tous. Alors j'entendais, Madame Rousseau, vous disiez qu'il y avait une explosion des amendes forfaitaires délictuelles.
Évidemment, parce que déjà, il y a un encombrement des tribunaux extrêmement important, donc c'était une façon d'y pallier. Et puis aussi, ben oui, c'est ce que disait ma collègue Justine Gruet, c'est que la délinquance augmente, et si nous ne saisissons pas les amendes, eh bien, nous n'allons pas la réguler, je pense. Attendez, s'il vous plaît, n'interrompez pas comme ça sert à rien. Allez, continuez votre argumentation. Il me semble aussi qu'il est nécessaire de renforcer la crédibilité et l'autorité de la justice. Or, ce qui est proposé dans ce texte, c'est un taux de recouvrement de l'ordre de 50 €, qui justement ne porte pas atteinte au minimum vital, puisque nous laissons bien le solde minimum insaisissable à disposition de la personne, de façon à ce que ça ne porte pas justement atteinte au foyer. Aujourd'hui, nous avons un taux de recouvrement qui est inférieur à 50%, et cette amende qui n'est pas prélevée, qui n'est pas saisie, alimente un sentiment d'impunité, notamment pour les infractions du quotidien, et c'est ce que nous évoquions précédemment. Eh bien, ça n'est pas ainsi que nous allons les faire régresser, je pense. On le sait tous, une peine qui n'est pas exécutée, c'est une peine inefficace. Donc, je considère qu'effectivement, cette possibilité qui est donnée de saisir une amende à hauteur de 50 € est plutôt de nature à responsabiliser son auteur, mais qu'elle n'est pas de nature à précariser, puisque de toute façon, si la personne ne dispose que du seuil minimum insaisissable, elle ne sera pas prélevée. Très bien, merci beaucoup. On va rentrer dans l'examen des amendements sur ce texte, en commençant par les amendements de suppression. Le premier, Monsieur Simion. Chut. Non. Chut, chut, chut. Attendez, on vous donne le micro. Je regrette au départ de... S'il vous plaît. Je regrette au départ, Monsieur le Président... Je regrette le départ, Monsieur le Président, du député Michou, qui systématiquement apaise le débat dans une vision toujours de modération et de nuance. Et Monsieur Michou devient finalement une caricature de lui-même. L'amendement qui est proposé, effectivement, est un amendement de suppression. Je veux simplement souligner, Sandrine Rousseau l'a dit, et je veux le redire de manière forte. Je veux redire les visions claires énoncées notamment par la défenseur des droits qui s'oppose à toute remise en cause du caractère protecteur des minima sociaux. La défenseur des droits, elle rappelle régulièrement, et on devrait l'entendre, que les prestations sociales insaisissables sont un rempart contre l'extrême pauvreté. Leur ponction, même partielle, peut avoir des conséquences disproportionnées et irréversibles sur les conditions de vie des personnes qui sont concernées. Et les mécanismes automatiques de recouvrement portent atteinte au droit de la défense, au principe de proportionnalité et à l'égalité devant la loi. Elle alerte sur le risque d'un ciblage systématique et des plus précaires, je l'ai dit tout à l'heure, souvent déjà surreprésentés dans les sanctions contraventionnelles, non par choix, mais parce que la précarité, elle-même, expose bien évidemment davantage aux infractions du quotidien. Donc, à travers cet amendement, les députés socialistes, bien évidemment, nous demandons la suppression de cet article et donc la suppression de cette proposition de loi pour ne plus en parler. Merci. Monsieur Monnet. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, Madame la rapporteure, votre défense ne correspond pas au titre de la loi. Nous, ce qu'on dénonce, c'est cette stigmatisation des plus pauvres. C'est dans le titre. Écoutez, le titre, c'est visant à faire assumer à chacun les conséquences de ses actes en permettant la saisie des amendes non payées sur les minima sociaux. Donc, on considère que les gens soumis aux minima sociaux n'assument pas leurs actes. C'est ce que veut dire le titre. Et c'est le même genre de votre niche, c'est ponctué de beaucoup de ce type de propositions de loi. Mais bien sûr, je reconnais Wauquiez dans le verbe. Mais c'est beaucoup de démagogie, c'est beaucoup de stigmatisation. C'est une manière de détourner le regard des gens sur la question des pauvres. Et ce seraient eux les responsables. La deuxième chose, vous avez fait une erreur, je crois, c'est sur la quotité insaisissable. C'est pas que les RSA, c'est les sommes équivalentes au RSA. Donc un salarié qui perçoit un salaire équivalent au RSA, c'est une quotité insaisissable, il ne peut pas être saisi. Donc on ne fait pas de distinction. Vous avez dit, c'est pas juste que celui qui travaille pourrait être saisi et celui qui ne travaille pas. Non. Si la quotité est respectée, elle est insaisissable aussi. Par contre, c'est pas tout le temps respecté, y compris par les BOC
par les banques, pardon, dans les mises en demeure. Ça, on est d'accord. Mais la quotité incisable, c'est une quotité. C'est pas lié uniquement au RSA. Voilà. Donc, quelqu'un qui travaille et qui touche le même montant que quelqu'un qui a le RSA sera traité de la même façon. Donc, il n'y aura pas de sentiment d'injustice, comme vous l'avez dit. C'est ce que je voulais dire. Mais en tout cas, votre proposition de loi, reconnaissez quand même qu'elle stigmatise les... Bah, écoutez, je sais que vous pensez le contraire. Merci. L'amendement suivant, groupe LFI. Monsieur Clouet. Merci, Monsieur le Président. Bon, je pense que tout le monde voit à peu près le cadre du débat. Bon, à part Monsieur Michaud qui est parti, il a fait sa vidéo pour Frontières, il est plus là, c'est dommage, vu qu'on commence à travailler, c'est logique. Bon, vous voyez bien qu'il y a un aspect quand même un peu contradictoire, je pense, dans ce qu'on peut défendre aujourd'hui, parce que des personnes, je pense par exemple à des situations type vol, qui ont une amende qu'ils n'ont pas réussi à payer, en tout cas dans un temps donné, et vous les mettez dans des difficultés financières encore plus pour la payer, je pense que ce n'est pas forcément la bonne solution en fait pour améliorer les recouvrements et les impayés. Pour prendre ce type de situation, je pense que vous allez créer des situations de précarité et même d'indigence extrêmement vives qui en fait sont le terrain dans lequel vous allez y compris mettre des gens dans une situation quasiment impossible en matière de fin du mois. Bon. Et il me semble par ailleurs que les amendes forfaitaires en France, elles se font déjà au détriment des pauvres. Il ne faudrait pas faire comme si la justice en la matière, elle était neutre en matière de classe. C'est pas vrai. Par exemple, vous avez une contravention routière et que vous payez le même tarif que vous soyez pauvre ou riche, eh bien ça joue au détriment des pauvres. 150 € d'amende, c'est pas pareil que vous êtes au RSA et quand vous êtes Monsieur Bolloré. Je dis ça, c'est des pays comme la Suède, le Danemark, la Suisse, le Royaume-Uni qui ont les amendes dépendant du niveau de revenu. Donc on est déjà dans une situation qui joue au détriment des plus pauvres et vous allez renforcer cette situation-là. Madame Rousseau. Oui, moi j'ajoute un argument simplement à tous ceux qui ont été donnés jusqu'à présent, c'est que les saisies sur salaire, le salaire est individuel, tandis que les allocations sont collectives et familiales. Alors oui, vous l'avez dit dans vos DG liminaires, mais là sur l'amendement de suppression, enfin, mesurons l'injustice de cela. C'est-à-dire que sur un salaire, qu'il y ait des saisies parce que c'est l'argent que vous gagnez, mais faire payer à une famille qui a des allocataires, c'est nécessairement le faire retomber sur les épaules des enfants ou des conjoints, et le plus souvent des conjointes. Donc en fait, à quel moment on estime que ça, c'est de la justice, quoi? Très bien, merci. Madame la rapporteure, sur ces amendements de suppression, je connais votre avis, mais... Oui, juste apporter peut-être quelques précisions par rapport à chacun d'entre eux. D'abord, Monsieur Simion, vous avez participé aux différentes auditions et vous avez toujours eu, certes, une démarche combative, mais toujours respectueuse. Et je trouve que cela vient un peu être en opposition avec les propos de votre amendement où vous qualifiez avec cet adjectif d'odieux, ce qui n'est pas, je trouve, en adéquation avec votre présence lors des auditions. Vous écrivez que la proposition de loi risque de précariser les ménages, mais nous le savons bien, l'origine de la précarité, ça n'est pas le fait du juge, ça n'est pas non plus le fait du policier ou du gendarme. La précarité, elle est liée ou au coût de la vie, mais encore plus à l'absence de travail, la plupart du temps. Et il y a aussi des travailleurs précaires, justement, et ceux-ci, eh bien, ils paieront l'amende. C'est donc... Attendez... je vous redis que je trouve qu'il y a une profonde inégalité et d'ailleurs nous l'avons évoqué aussi au moment des auditions. Lorsque vous considérez par exemple une femme de ménage, et là encore je ne veux pas le stigmatiser, mais on voit des petits salaires avec un contrat de travail avec un SMIC à mi-temps et qui n'a pas ou plus d'enfants à charge et qui va pouvoir voir ses amendes saisies sur son salaire alors qu'elle n'a que 720 € par mois par exemple, contre 647 € pour le RSA, sans compter ce que je disais préalablement, les avantages en termes de tarifs réduits. Et sur le plafond de 50 €, justement, ceci pouvait être peut-être poser quelques soucis dans l'exposé des motifs qu'avait fait notre collègue Fabien Di Filippo. Un amendement a été déposé pour bien préciser qu'il s'agissait de 50 € maximum. Il a retiré son amendement et je l'ai donc repris puisque ça pouvait être une ambiguïté et il me semblait important de le préciser.
Vous dites que cette proposition de loi n'apporte aucune solution sérieuse à la montée de la délinquance. Ça n'est pas l'objectif, hein. Excusez-moi. Et vous dites que ce sera quelques centaines de millions d'euros. Je pense que voilà, nous ne pouvons pas faire l'économie de centaines de millions d'euros. Et vous reveniez également beaucoup sur la question de l'individualisation. Aujourd'hui, lorsqu'une personne est incarcérée, inévitablement, cela a des incidences sur son conjoint, sur ses enfants. Vous avez des récupérations d'indus qui aujourd'hui sont possibles et qui s'effectuent sur des minima sociaux. Ça impacte aussi la famille. Concernant l'amendement du groupe GDR, vous dites que cette proposition de loi repose sur une logique trompeuse et abusive, en considérant que la réponse aux défaillances du recouvrement des amendes relèverait de l'insaisissabilité des minima sociaux. Nous l'avons écrit. Aujourd'hui, nous ne disposons pas de chiffres. Nous ne disposons pas de statistiques. Donc nous ne stigmatisons personne. Mais en même temps, comment de penser qu'eux aussi ne sont pas concernés ? Sur l'amendement du groupe LFI, vous dites que les prestations garantissent l'accès aux besoins fondamentaux, mais il n'y a pas de remise en cause puisque le minimum insaisissable restera le minimum insaisissable. Voilà, donc évidemment, je donnerai un avis défavorable pour ces amendements parce que mon souhait, c'est que nous allions plus loin dans la discussion et que nous puissions évoquer les amendements qui vont suivre. Alors, j'ai deux orateurs inscrits. Monsieur Di Filippo d'abord et Monsieur Monet ensuite. Monsieur Di Filippo, allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça fait plusieurs fois que nous défendons cette proposition sous forme d'amendement ou sous forme de proposition de loi. Vous savez, il y a certains actes délictuels, quand on voit l'augmentation de la consommation du trafic de stupéfiants dans notre société ou l'évolution des incivilités, je pense notamment au dépôt sauvage d'ordures, que la société n'accepte plus. Nous voulons remettre certains repères. Quand on voit la situation difficile sur le plan budgétaire de l'État ou des collectivités locales, il n'est plus acceptable que des personnes, juste parce qu'elles vivent des aides et des minima sociaux, n'aient pas à assumer les conséquences de leurs actes. On voit des taux de recouvrement sur certaines amendes qui sont inférieurs à 50%. Et moi, je vous le dis, chers collègues de gauche, la vraie stigmatisation, c'est de considérer que des personnes, parce qu'elles vivent des aides, elles n'ont pas à assumer les conséquences de leurs actes. Ça, c'est les stigmatiser en pensant qu'elles ne sont pas aussi responsables que les autres. Quand je vois des petits retraités ou des personnes au SMIC qui ont des saisies sur salaire, parfois parce qu'on a usurpé leur immatriculation, et la personne ne se demande comment elles assument ces situations-là, et là, eh bien, vous mettez sur un plan différent, Madame Rousseau, les salaires et les allocations. Un salaire, c'est individuel, il peut être saisi, non ? Quand bien une maman célibataire fait vivre un foyer avec plusieurs enfants et un petit salaire, bah oui, elle est saisie. Alors pourquoi la personne au RSA, qui touche en plus des allocations familiales, eh bien, n'assumerait pas les conséquences de ces actes quand il y a eu, du deal, quand il y a eu des poubelles jetées par les fenêtres et qu'ils savent qu'on ne peut rien faire. C'est ça la vérité à un moment donné. Quand on veut remettre de l'ordre, il faut parler vrai. Et n'oubliez pas les conséquences que tous ces actes ont pour notre collectivité, en termes de sécurité, en termes sanitaires, en termes de salubrité, comme je l'ai dit. Eh bien, tout simplement, aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas de brutaliser les gens. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous pensez pas qu'on peut payer par tranche de 50 € les amendes pour des choses graves, eh bien, dites 20 €, dites 30 €, dites peine d'intérêt général. Je ne sais pas. Mais ne considérez pas que parce que des personnes vivent des minima sociaux, elles n'ont pas à assumer les conséquences d'actes délictuels. Ça, pour nous, ce n'est pas entendable. On veut une société dans laquelle il y a de l'ordre et des repères. Monsieur Monet. Écoutez, Monsieur Di Filippo, en tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être sérieux. Aujourd'hui, dans tout ce que vous dites, ça repose sur rien. C'est ce que vous nous avez confirmé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a aucune donnée chiffrée pour caractériser la nature des impayés. Si ça se trouve, Madame la rapporteure, il n'y a qu'une personne au RSA qui n'a pas payé son amende. Et qu'est-ce que vous en savez? C'est pas chiffré. Et donc, on fait une PPL pour une personne en expliquant que les pauvres ne payent pas. C'est ce que vous faites. Quand je dis que vous stigmatisez, c'est que votre obsession, c'est d'opposer les petits entre eux, les pauvres entre eux, pour essayer de nous expliquer que c'est eux le problème. Parce que c'est ce que vous nous expliquez. Sur quoi repose votre PPL? Il n'y a aucun chiffre.
Il n'y a aucun chiffre aujourd'hui qui vous permet de dire qui ne paye pas ses impôts, qui ne paye pas ses amendes. Aucun chiffre. Et vous partez du principe, bah écoutez, c'est certainement ceux qui sont au RSA. Forcément. Sauf que Nicolas Sarkozy, vous savez ce qu'il a fait? Vous savez ce qu'il a fait en 2009? Il a supprimé 30 000 emplois à la création de la DGFiP. Vous savez, la DGFiP, c'est ce qui permet de récupérer les amendes. Et il y a eu de nombreuses fermetures entre 2008 et 2023. Mais ça, par contre, ça vient pas de là. Il n'y a plus de services publics, il y a un recul des services publics, mais ça ne peut pas venir de là. C'est forcément les gens qui ont un RSA et qui ne payent pas. C'est votre postulat de départ qui repose sur du vent. C'est ça mon problème. Ça repose sur rien, votre PPL, sur de la présomption de la présomption de malhonnêteté de la part des gens qui n'ont pas de moyens. Voilà sur quoi elle repose votre PPL. Et c'est ça qui me pose problème. Mais qui? S'il vous plaît. Ça concerne combien de personnes, monsieur Di Filippo? Vous n'êtes même pas capable de le dire. Vous ne savez pas combien de personnes ça concerne. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Attendez, chacun a exprimé ses arguments, s'il vous plaît. Madame la rapporteure, avant le vote, vous voulez redire quelque chose ou pas? Oui, juste répondre à monsieur Monet. Vous dites, nous n'avons pas de données chiffrées concernant les personnes qui pourraient être concernées, pour le coup, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y en a pas. Eh ben oui. Eh bien oui. Ouais. Et on parlait tout à l'heure des personnes qui ont des petits salaires et qui vont voir des saisies sur leur salaire. Vous avez aussi des personnes qui ont des petites retraites et qui vont se voir prélever pour payer leurs amendes. Oui. C'est juste une question d'équité. Très bien. Allez, on passe au vote. Donc, les amendes, s'il vous plaît. Les amendements de suppression, donc, avec un avis défavorable de la rapporteure, je les mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Bon. L'article est donc supprimé, ils sont adoptés, donc l'article est supprimé, et donc il n'y a plus de proposition de loi, puisqu'il y avait un article unique. On se laisse 6 minutes jusqu'à 16h, et on enchaîne avec l'autre proposition de loi. J'accueille le rapporteur Vincent Corre, je lui souhaite la bienvenue dans notre commission. Bienvenue, cher Vincent, et je te donne tout de suite la parole pour exposer le contenu de cette proposition de loi. Merci Monsieur le Président, merci pour votre accueil, mes chers collègues. Tout d'abord, meilleurs vœux puisque c'est encore de saison. Merci de m'accueillir dans votre commission, effectivement, pour l'examen de ce texte. Nous examinons aujourd'hui donc une proposition de loi qui vise à remédier à une situation que je qualifierais d'injuste et de bloquante pour nos concitoyens diplômés en médecine au Royaume-Uni et ayant commencé leurs études avant le Brexit. Et ces personnes, donc ces citoyens français diplômés au Royaume-Uni, qui sont devenus malgré elles des victimes collatérales du Brexit car ne pouvant pas revenir exercer la médecine en France. Jusqu'au 31 décembre 2020, date de fin de la période de transition du Brexit, les diplômes de médecine qui étaient délivrés au Royaume-Uni, vous le savez, eh bien, ils bénéficiaient tout simplement d'une reconnaissance, la reconnaissance automatique dans le cadre communautaire. Il était alors aisé de venir exercer en France. Une autorisation d'exercice était délivrée sans examen ni stage complémentaire dans la majeure partie des cas. Tout autre est la situation depuis le 1er janvier 2021, date d'effet juridique de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. À compter de cette date, les médecins diplômés au Royaume-Uni sont apparentés à des praticiens à diplôme hors Union européenne, à des PADU. Ceci, c'est la conséquence d'une décision souveraine, publique, du peuple britannique, mais qui n'a eu aucune incidence, par contre, sur le niveau de qualification de ces médecins et sur la qualité de leur formation. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de corriger donc une situation qui est pénalisante pour une population bien précise. C'est celle des étudiants en médecine ayant débuté leurs études avant le Brexit, mais ayant été diplômés après le 31 décembre 2020. En commençant leurs études au sein d'un pays qui était un pays membre de l'Union européenne et en suivant une formation conforme aux exigences communautaires, ils ne pouvaient anticiper qu'ils allaient se retrouver dans une telle situation aujourd'hui. Du jour au lendemain, leurs diplômes ont cessé donc d'être reconnus, alors que les exigences de formation sont restées, elles, identiques. Un étudiant français qui a débuté ses études, par exemple, en 2014, bien avant le vote du Brexit, ne pouvait anticiper qu'en 2021, son diplôme ne serait plus reconnu et qu'il ne pourrait plus bénéficier d'une équivalence pour exercer en France. Mon objectif aujourd'hui est donc simple, c'est celui de garantir à ces médecins le même droit que celui existant au début de leurs études.
Le plus difficile à accepter, c'est que de telles équivalences, elles existent aujourd'hui, en Espagne, en Suède, en Suisse. Il s'agit donc, à travers ce texte, d'une approche pragmatique qui concerne par ailleurs de faibles volumes de praticiens de santé et sans concession sur les exigences de formation. Le dispositif, il a par nature une vocation à être circonscrit dans le temps et dans l'espace, vous le comprenez parfaitement au regard de ce que je viens de proposer, et ne concerne qu'une faible population. C'est un dispositif qui est par essence également un dispositif transitoire, afin de permettre aux concitoyens que je mentionnais de revenir exercer en France. Et ce dispositif a donc vocation à s'éteindre dans le temps. Il serait illogique, je pense, à l'heure où nous manquons aussi de médecins en France, d'empêcher ces citoyens français, diplômés et vraisemblablement aptes à exercer, de ne pas pouvoir revenir le faire dans nos territoires. L'Association des médecins franco-britanniques avec qui j'échange et que je remercie pour nos échanges, notamment dans le cadre de l'audition, dans la préparation de ce texte, m'a indiqué et signalé que nous sommes ici sur un ordre de grandeur qui se compte en centaines au maximum. Et à titre de comparaison, seuls 117 médecins diplômés au Royaume-Uni sont aujourd'hui inscrits au tableau de l'ordre. Donc on peut anticiper de très faibles flux de praticiens de santé. Ainsi, même s'ils sont peu nombreux, nous nous privons chaque année de médecins qualifiés, diplômés, au sein de facultés assurant une formation d'excellence. Et il s'agit principalement de médecins français qui souhaiteraient gagner leur pays d'origine. Et ils sont aujourd'hui privés donc de cette possibilité d'exercer en France, certains prenant même la décision parfois difficile d'exercer en Suisse, au Canada ou de rester au Royaume-Uni loin de leurs proches et surtout loin de leur vie qu'ils avaient souhaité en France. Il ne s'agit donc en aucun cas de créer un dispositif dérogatoire et universel pour les citoyens britanniques ou tous les étudiants qui sont diplômés au Royaume-Uni. Et bien sûr, pour ceux qui ont commencé leurs études au Royaume-Uni après la réalisation du Brexit et après la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne, quelle que soit la nationalité de ces étudiants-là, y compris françaises, ils ont commencé leurs études outre-Manche en ayant pleine connaissance d'une situation juridique nouvelle, en connaissant donc les conséquences que cela aurait, et ils devront donc suivre les procédures applicables au PADU telles qu'elles existent aujourd'hui dans le droit positif. Ce texte, il y a un esprit de garantie, chers collègues. Vous connaissez les difficiles conditions d'accès des PADU à une autorisation d'exercice sur le territoire national, les raisons qui motivent ces procédures, les situations que peuvent subir ces praticiens de santé. La Commission en a déjà débattu et aujourd'hui, il ne s'agit pas, pour moi, de venir remettre en cause ces procédures. Cette PPL, elle existe, elle vous est proposée parce que seule la voie législative est possible pour régler la situation de ces médecins, encore une fois, laissés sur le bord de la route. En modifiant le Code de la santé publique, je propose de permettre aux citoyens français et européens ayant été diplômés au Royaume-Uni de pouvoir exercer sur le territoire national dans les mêmes conditions que les citoyens européens diplômés au sein d'un État membre de l'UE. Et ce, à l'unique condition d'avoir démarré leurs études de médecine au Royaume-Uni avant le 31 décembre 2020, date de fin de la période transitoire du Brexit. Aucune concession donc dans l'esprit de ce texte ou dans son dispositif concernant le niveau des qualifications qui doivent être respectés, des attendus qui doivent respecter les standards européens. En concertation donc avec le gouvernement, je présenterai plusieurs amendements à votre sagesse, une amélioration de la rédaction de l'article 1er, l'article principal de ce texte, ainsi qu'une rectification du titre de la proposition de loi. En conclusion, Monsieur le Président, je tiens simplement à avoir une pensée pour ces médecins, ces praticiens de santé qui, pour certains, attendent le règlement de ce problème et de cette problématique depuis 6 ans et la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne. Saluer également le travail de mon prédécesseur Alexandre Holroyd qui avait porté ce sujet notamment en 2019 dans le cadre des débats concernant le projet visant à habiliter le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires dans le cadre de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui avait porté ce sujet ici sur ces bancs mais également auprès des ministères sociaux et du Quai d'Orsay. Et j'espère que nous pourrons donc aujourd'hui commencer à écrire, avec ce début de navette parlementaire, le dernier chapitre de cette histoire qui dure depuis trop longtemps pour ces médecins. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Je vais donner la parole aux orateurs de groupe. Madame Mélin m'a prévenu qu'elle arriverait avec un peu de retard, donc je vais demander à monsieur Rousset de démarrer l'intervention. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur, chers collègues. J'en profite, puisque c'est ma première prise de parole en 2026, pour vous souhaiter une bonne et heureuse année à tous. Voilà. Je tiens tout d'abord à remercier notre rapporteur de mettre à l'ordre du jour cette PPL, qui est une PPL de bon sens.
Je partage son constat. Il apparaît inconcevable que certains praticiens ayant commencé leurs études au Royaume-Uni avant le Brexit, désireux d'exercer en France, soient soumis aux mêmes conditions que les praticiens diplômés hors Union européenne. Ces praticiens ayant débuté leurs études lorsque la reconnaissance du diplôme était encore facilitée entre la France et le Royaume-Uni, il nous apparaît légitime de leur accorder des facilités d'exercice au même titre que celles qui existent pour des diplômes des États européens. Cette reconnaissance ne viendrait pas remettre en cause la qualité des soins tant que l'équivalence des diplômes entre les deux pays est confirmée. Par ailleurs, cette mesure a vocation à être transitoire puisque les professionnels concernés seront de moins en moins nombreux à venir s'installer dans nos territoires. Nous ne pouvons pas les négliger. En effet, ils choisiraient alors de s'orienter vers d'autres pays, comme cela a été dit, la Suisse, l'Allemagne ou encore l'Autriche, qui ont adopté des dispositifs permettant la reconnaissance de leur diplôme. Lors des auditions menées par notre collègue rapporteur, plusieurs éléments importants ont été mis en lumière. D'abord, rassurons-nous, les spécialités représentées sont diverses et relativement équilibrées. Ensuite, en tant que député de l'Aveyron, j'ai souhaité souligner que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'Association des médecins franco-britanniques a indiqué des velléités d'installation homogènes sur l'ensemble du territoire. Concrètement, ils ne souhaitent pas uniquement s'installer dans les grandes villes, mais aussi en ruralité. Connaissant les enjeux d'accès aux soins dans certains territoires comme le mien, cet élément mérite toute notre attention et doit plaider en faveur de la reconnaissance de leur diplôme. Dans ce contexte, le groupe Ensemble pour la République soutiendra cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Adrien Clouet, pour la LFI. Allez-y. Non, c'est bon. Merci, Monsieur le Président. Le 1er novembre dernier, les urgences ambulatoires au CHU de Toulouse ont fermé en manque de médecins. On est aujourd'hui le 14 janvier et on a appris que ça ne rouvrirait pas, toujours par pénurie de praticiennes et de praticiens. Une situation qui, évidemment, existe dans plein de territoires. Je sais qu'on en parle avec des collègues de tous bancs et de toutes couleurs politiques. Et qui est absurde, je le disais, parce que notre pays compte des diplômés en médecine qui auraient bien soigné, mais qu'on empêche souvent de le faire. Notamment des PADU, praticiens diplômés dans un pays hors Union européenne, qui sont aujourd'hui 19 000 en France, soumis à des examens parfois très drastiques, dont la note éliminatoire peut atteindre les 15 sur 20 pour certaines spécialités. Bilan, ces praticiens se retrouvent payés au SMIC dans des contrats de quelques mois, et pourtant ils portent, avec l'énergie qu'ils ont et beaucoup de courage et ténacité à laquelle je veux rendre hommage, ils continuent à porter l'hôpital à bout de bras dans les statuts précaires, stagiaires associés, praticiens faisant fonction, etc. Je voudrais d'ailleurs saluer d'ici les collectifs de PADU qui se battent pour nous soigner. Je pense à l'IPADEC, au SN PADU, à la MFDU, à la FPS ou à la CGT. Et je leur dis, on met enfin aujourd'hui un pied dans la porte. Donc nous allons voter, bien évidemment, ce texte. On met aujourd'hui un pied dans la porte en régularisant une fraction des PADU. Celles et ceux qui ont étudié au Royaume-Uni et donc, vous l'avez expliqué, sont devenus des praticiens à diplôme hors Union européenne dès lors que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. On parle d'à peu près une centaine de concernés d'après le rapport de monsieur le rapporteur. Ça représente 0,5% des PADU en France. C'est bien, mais tout de même, on pourrait se dire que c'est une fraction qui reste très marginale, malheureusement. Ça fait 3 médecins par CHU, si jamais on leur ouvrait l'accès à l'hôpital public français. Mais pourquoi ce qui est bon pour des jeunes formés à Londres, et je répète, nous allons le voter, ne serait pas bon également pour des personnes formées à Tunis, Beyrouth, Moscou, Kinshasa, Kiev ou Alger? Et comment ne pas sentir une gêne avec un deux poids, deux mesures? Je pense que le vote favorable que nous allons donner là doit nous inspirer pour faire la même chose, pour obtenir la régulation de tous les PADU en France. Parce que cette situation, elle détruit la vie de soignantes et de soignants qui bossent parfois depuis 10 ans ici dans des conditions abominables. Et de l'autre côté, elle met en péril des patientes et des patients qui n'ont pas de soignants en face alors que des gens sont disponibles pour faire le travail. Donc inspirons-nous de ce qu'on fait là pour le cas britannique et enfin régularisons tous les PADU en France. Merci. Madame Runel. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Merci effectivement pour ce texte qui va peut-être nous permettre d'apaiser nos débats et nos échanges et de finir sur une note plutôt positive. Je voulais juste rappeler quelques éléments, puisqu'aujourd'hui en France, et nous avons l'occasion d'en parler beaucoup dans cette commission, 6 millions de nos concitoyens n'ont pas de médecin traitant. Et près donc de 10% de la population vit dans un désert médical. Et dans certains territoires, il faut parfois plusieurs semaines, voire même plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous. Cette situation est extrêmement préoccupante pour l'égal accès aux soins. Elle a des effets dramatiques sur la prévention et la santé de la population française.
Et ça, nous n'avons cessé de le rappeler et de le dénoncer pendant l'examen notamment du PLFSS. Et donc, dans ce contexte de pénurie de médecins, il est tout à fait cohérent de chercher à faciliter l'installation des praticiens étrangers en France. C'est 12% des médecins qui ont été formés à l'étranger dans notre pays, soit environ 31 000 praticiens. Et ils représentent entre 30 et 40% en Norvège, en Irlande et en Suède. Et donc, je pense que oui, nous devrions ouvrir, je rejoins mon collègue Clouet, à d'autres médecins qui ont été formés ailleurs. Les médecins qui ont donc débuté leurs études au Royaume-Uni alors que la reconnaissance automatique des diplômes était de vigueur doivent passer donc désormais par la procédure PADU. Nous l'avons dénoncé quand il s'agissait d'autres nationalités et donc nous évidemment dénonçons de la même manière pour les personnes qui ont fait leurs études au Royaume-Uni. Les examens qui sont complémentaires, que nécessite la reconnaissance de PADU, freinent leur installation en France alors que nous avons bien évidemment besoin de médecins dans notre pays. Afin de faciliter donc l'installation en France de ces ressortissants britanniques et européens, nous évidemment soutiendrons cette PPL et nous espérons qu'elle puisse être en tout cas effective le plus rapidement possible parce qu'encore une fois, nous avons besoin de médecins et nous avons besoin de tous les médecins qu'ils soient formés en Angleterre, en France ou ailleurs. Merci, Madame Corneloup. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. À cause du Brexit, des médecins formés avec rigueur et excellence se trouvent aujourd'hui entravés par des règles administratives lourdes et déconnectées de la réalité. Des carrières façonnées pour soigner se heurtent à des barrières purement juridiques, alors que nos concitoyens continuent d'attendre, parfois dans l'urgence, l'accès à des soins qui leur sont dus. Avant le 31 décembre 2020, les diplômes britanniques bénéficiaient d'une reconnaissance automatique au sein de l'Union européenne. Depuis la sortie du Royaume-Uni, des médecins parfaitement formés se retrouvent soumis à des procédures lourdes, complexes et inadaptées, non pas en raison de leurs compétences, mais en raison de leur nationalité ou du lieu d'obtention de leur diplôme. C'est précisément cette incohérence que ce texte vise à corriger. Cette proposition de loi permet aux médecins ressortissants britanniques ou européens diplômés au Royaume-Uni d'exercer en France dans les mêmes conditions que les praticiens européens, à la seule condition d'avoir commencé leur formation avant la fin de la période de transition du Brexit. Le dispositif est clair, ciblé et strictement encadré. Il exclut les ressortissants de pays tiers titulaires d'un diplôme britannique et ne crée aucun appel d'air. Pour le groupe Droite républicaine, cette approche pragmatique est nécessaire. Dans un contexte de pénurie médicale et de désert sanitaire persistant, ce qui doit prévaloir, c'est l'accès aux soins pour nos concitoyens. Lorsque des freins administratifs n'apportent aucune garantie supplémentaire pour les patients, ils doivent être levés. Faciliter l'exercice de ces médecins, c'est offrir un levier rapide pour renforcer l'offre de soins sur nos territoires, sans transiger sur l'exigence de qualité. Nous le disons toutefois avec lucidité. Ces mesures ne peuvent être que des réponses complémentaires. Elles ne remplaceront jamais une réforme structurelle de la formation médicale, ni une politique d'attractivité ambitieuse et pluriannuelle, seule capable d'apporter des solutions durables à la désertification médicale. Pour toutes ces raisons, fidèle à notre engagement en faveur de l'accès aux soins, le groupe Droite républicaine votera pour cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci. Sandrine Rousseau pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le groupe écologiste et social soutient cette proposition de loi car elle apporte une réponse à une situation créée par les conséquences du Brexit. Elle vise à sécuriser le parcours des médecins dont la formation a été engagée dans un cadre européen reconnu comme tel au moment de leur inscription et dont le statut a évolué sans que le contenu ni le niveau de leur formation n'ait été modifié. Il est légitime que le droit français prenne en compte cette situation transitoire et offre une voie de reconnaissance adaptée à ces professionnels dans l'intérêt des patients, comme de notre système de santé. Pour autant, notre soutien à ce texte ne vaut pas un blanc-seing. Il ne peut se substituer à une réflexion beaucoup plus large sur la manière dont notre pays traite, accueille et intègre les médecins étrangers, et en particulier les praticiens diplômés hors de l'Union européenne. Les dispositifs existants demeurent complexes, longs, parfois incohérents, souvent maltraitants, et ces professionnels de santé méritent d'être repensés dans un cadre global, lisible et respectueux des exigences de qualité des soins. Je pense par exemple aux praticiens diplômés hors de l'Union européenne, les PADU, qui doivent faire face à des concours extrêmement sélectifs, de véritables parcours du combattant administratif et des statuts particulièrement précaires alors même qu'ils ont pratiqué en France et qu'ils pratiquent en France. Par ailleurs, nous tenons à l'affirmer clairement, la lutte contre la désertification médicale ne peut pas reposer sur une stratégie consistant à aller chercher ailleurs les médecins que nous ne formons pas en nombre suffisant sur notre propre territoire, d'autant que les professionnels de santé manquent
manque partout et pas seulement en France. Il faut se le dire sans détour, cette mobilité internationale des médecins que nous encourageons fragilise les capacités de prise en charge des pays d'origine. Ainsi, chaque année, près d'un tiers des médecins formés au Cameroun, au Congo ou au Sénégal s'expatrient le plus souvent vers la France. L'accès aux soins est un élément central de notre pouvoir collectif sur nos vies. Nous devons le construire depuis la France par des choix politiques assumés et non dépendre structurellement de médecins formés à l'étranger pour compenser des décennies de sous-investissement. Répondre durablement aux besoins de santé de la population suppose d'investir massivement dans la formation des futurs professionnels de santé, d'augmenter le nombre de places dans tous les départements, d'augmenter le nombre d'enseignants dans les universités, d'améliorer les conditions d'études, de travail, d'installation et de garantir une répartition territoriale plus juste de l'offre de soins. C'est à cette condition que nous pourrons assurer un accès effectif aux soins pour tous et toutes sur l'ensemble du territoire. Cette proposition de loi est utile, elle ne doit cependant pas nous détourner de l'essentiel, reprendre collectivement la maîtrise de notre système de santé en construisant ici les réponses aux besoins de demain. Merci beaucoup. Le temps qu'il est passé au nom de la concorde qui s'installe. Non, mais non. La phrase était commencée, j'ai pas voulu l'interrompre. Monsieur Isaac Sibyl, pardon, pour le groupe. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, chers collègues, deux problèmes. D'abord, une pénurie mondiale de médecins et après, une injustice. Une pénurie mondiale de médecins, je vous rappelle que dans le monde, on est en pénurie de plusieurs dizaines de milliers de médecins. Dans le monde, en Europe et en France. Nous savons que de nombreux médecins, sages-femmes, infirmiers, français, qui ont bénéficié d'une formation en France, exercent dans d'autres pays étrangers, et notamment en Suisse. Et je ne parle pas effectivement des médecins libéraux actuellement en grève, qui sont actuellement à Bruxelles. Donc c'est vrai qu'il y a une pénurie mondiale, et il y a déjà effectivement des Français qui vont exercer effectivement à l'étranger. Donc je trouve que les Français qui ont bénéficié de diplômes britanniques avant 21, c'est la moindre des choses qui puissent exercer en France, alors qu'actuellement ils ne peuvent pas parce qu'effectivement ces diplômes ne sont pas reconnus. En Allemagne, les diplômes britanniques sont reconnus, équivalents. En Autriche, les diplômes pareils obtenus en 20 ans font l'objet d'une procédure de validation, et même en Suisse, bien que non membre de l'Union, en régime transitoire et en accord bilatéral avec le Royaume-Uni, permet à ces praticiens britanniques d'exercer donc en Suisse. Donc pour moi, c'est la moindre des choses qu'en France, que des Français qui ont un diplôme britannique puissent exercer en France alors qu'on manque de médecins, et je vous dis que déjà des médecins formés en France partent à l'étranger. Donc je remercie monsieur le rapporteur d'avoir proposé cette proposition de loi. Je vous remercie. François Gernigon pour le groupe Horizon. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le texte officiel du Brexit ne prévoit pas la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. L'accord de retrait permet uniquement aux personnes qui ont obtenu cette reconnaissance dans un État membre avant le 31 décembre 2020 de la conserver. En parallèle, le droit français ne permet pas aux étudiants qui ont commencé leur formation avant cette date et qui ont été diplômés après d'exercer leur métier en France. Il s'agit indéniablement d'une situation d'injustice, alors même que nous faisons face à une pénurie de médecins. Dans vos circonscriptions, chers collègues, comme dans la mienne, nos concitoyens ont des difficultés à obtenir des rendez-vous médicaux et à bénéficier d'un parcours de soins cohérent. Si un chemin législatif existe, amorcé par la loi du 19 janvier 2019, le groupe Horizon et Indépendants salue cette proposition de loi qui permettra d'aller plus loin en prenant en compte la situation spécifique de ces jeunes diplômés. Elle a le double avantage de remédier à une situation d'injustice et de renforcer nos effectifs de médecins. Le groupe Horizon et Indépendants soutiendra cette proposition de loi, tant nécessaire que mesurée. Je vous remercie. Merci Yannick Monet, au groupe GDR. Merci Monsieur le Président. On n'aura pas de difficulté pour voter cette proposition de loi, et que les conséquences du Brexit poussent certains de ces médecins à venir ou revenir en France, c'est possible. Au regard de la pénurie de soignants dans notre pays, c'est une bonne chose. Mais il est assez étonnant quand même que cette proposition de loi semble découvrir à travers le cas de ces médecins exerçant au Royaume-Uni la situation déplorable des PADHUE, comme ça a été rappelé par plusieurs de mes collègues. Pour mémoire, au 1er janvier 2025, 19 154 médecins à diplôme hors Union européenne étaient inscrits au tableau de l'ordre, contre seulement 7 963 en 2010.
soit une augmentation de 141% sur la période. Et malgré cet apport indéniable, le système de santé français ne leur reconnaît pas les compétences qui sont pourtant sollicitées au quotidien pour le tenir à bout de bras. Ainsi, ils étaient près de 7000 PADU à travailler sous un statut précaire, faisant fonction d'interne ou stagiaire associé, en 2023, selon la Fédération hospitalière de France. Dès lors, il s'agit de se demander s'il ne conviendrait pas mieux, pour être juste et répondre efficacement à la pénurie de médecins en France, de réformer la procédure propre au PADU, plutôt que de créer une voie dérogatoire réservée aux seuls médecins exerçant au Royaume-Uni. C'est à notre sens la grande défaillance de cette proposition de loi, avoir sous les yeux les aberrations propres au traitement des PADU, les refuser pour certains et les laisser se poursuivre pour tous les autres, alors même que nous leur devons à cela une grande part de la stabilité de notre système de soins. Je vous remercie. Très bien, merci. Et puis donc, je donne la parole pour terminer à Joël Mélin, qui nous a rejoint pour le Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président, et merci d'avoir accédé à ma demande de passage un peu plus tardif. Oui, de toute façon, concernant ce dossier, c'est vraiment une régularisation administrative pour une particularité d'une première en Europe, qui est qu'un pays membre de l'Europe, de l'Union européenne, s'en sépare, mais s'en sépare pas complètement, pas plus qu'il n'y était complètement avant. Concernant ce domaine très précis, il est clair que nous n'allons pas nous opposer à la régularisation de praticiens qui avaient commencé leurs études avant, et simplement que des hasards de calendrier viennent nous les empêcher éventuellement de pouvoir exercer dans notre pays au même titre que les médecins à formation européenne. Juste une petite remarque, c'est que dans l'exposé des motifs, il était question de médecins français à diplôme étranger, et puis la suite du texte et le texte lui-même prouvent qu'on a affaire à des ressortissants étrangers de droit européen. Pour tout dire, effectivement, on va respecter la législation. Il est toujours dommage qu'en contrepoint de la venue de médecins de pays européens avec une formation qui, on le sait maintenant, est pas toujours tout à fait au même niveau, et les concordances et les cohérences pas toujours évidentes pour le travail dans notre pays, il est toujours dommage que ce ne soit pas en France que l'on forma les médecins. Donc pour tout cela, nous allons nous accepter ne pas nous opposer du moins à ce texte. Merci. Très bien, merci pour vos interventions. Ah, il y a Madame Dubré-Chirac qui a demandé la parole en plus. Oui, allez-y. Oui, merci Monsieur le Président. C'est juste pour remercier Monsieur Corr d'avoir porté cet élément dans cette PPL pour reconnaître de façon adaptée cette équivalence au détriment des étudiants qui effectivement ont subi le Brexit de façon imprévisible et avec des circonstances effectivement particulières. Je voulais juste revenir sur l'extension et les réflexions de mes collègues sur les PADU pour signaler quand même qu'on a des grandes différences de formation, de maîtrise de la langue. Un PADU n'est pas égal à un autre PADU selon les pays d'origine. Donc je pense qu'il faut faire attention à ne pas vouloir étendre massivement sans être respectueux de recherche de compétences. Et la dernière chose, c'est juste de dire que au moment où cette PPL arrivait, il se trouve que dans ma circonscription, j'ai 3 médecins qui sont concernés par cette situation et qui effectivement sont à incapacité de travailler, donc qui sont dans l'attente du vote de ce texte. Donc merci à Vincent. Très bien, merci. Je vais donner la parole au rapporteur pour en réaction peut-être et en réponse aux questions posées. Et puis ensuite, on abordera le fond du texte. Merci Monsieur le Président. Quelques éléments de réponse. Bon, d'abord, parce que la question m'était aussi également reposée, difficile de dire exactement sur le volume donc de médecins ciblés. Encore une fois, c'est un contingent qui est relativement restreint. Quelques centaines. Ensuite, ça a été souligné par mon collègue Rousset dans les échanges qu'on a pu avoir avec eux. Pour celles et ceux qui veulent, ils sont nombreux à revenir s'installer en France. Il y a une diversité assez grande dans les volontés d'implantation, de parcours et de spécialités. Ensuite, sur le sujet PADU au sens large, alors permettez le commissaire aux lois qui est accueilli aujourd'hui en affaires sociales et qui ne connaît
pas du tout le sujet aussi bien que vous, en tout cas de ne pas prétendre à une révolution effectivement copernicienne sur le sujet. Ça ne réglera pas l'ensemble des problèmes de pénurie, en tout cas de médecins que peut connaître notre pays. C'est un pas parmi d'autres. Et je mesure, après les échanges qui ont été les échanges avec l'Association des médecins, les échanges avec l'Ordre des médecins aussi sur la question des qualifications, des garanties, des niveaux de langue, tous les enjeux qui, derrière, sont ceux qui sous-tendent à la logique des examens et des procédures PADU. La vraie différence, pour répondre aux interrogations avec la plupart des personnes qui peuvent se retrouver dans le cadre et le circuit des procédures PADU et les personnes dont nous parlons aujourd'hui et qui sont concernées par le dispositif du texte, c'est que ils ont commencé leurs études en bonne foi en étant dans un État membre de l'Union européenne, sans anticiper un événement politique, voire géopolitique, exogène à leur volonté et exogène à la volonté des Français, qui s'est imposé à leur formation et à leur parcours. Et donc c'est effectivement essayer de réparer pour eux cette situation. Et encore une fois, donc ce texte, il n'a pas vocation à régler, et j'ai l'humilité de le dire, l'ensemble du problème. Alors vous découvrez mon problème qui est d'arriver à me relire, que mes collègues gaulois connaissent. Sur les freins administratifs, je rejoins notre collègue Cornelou qui est parti. La logique, effectivement, et l'idée de ce texte et sa philosophie, c'est puisqu'il y a ici un frein administratif qui fait obstacle sans raison objective vis-à-vis de la qualité des soins à ce que des citoyens français ayant été formés dans un cadre qui leur paraissait, enfin qui était à ce moment-là le cadre communautaire, il n'y a pas de raison de maintenir cet obstacle à ce qu'ils puissent venir s'installer et exercer en France. Il y avait donc deux logiques sur ce texte, à la fois pragmatique, pourquoi se priver de ces citoyens français formés pouvant exercer la médecine, et la volonté de régler un problème et de ne pas les laisser sur le bord de la route. Et je pense qu'aujourd'hui, si nous votons en faveur de cette proposition, on sera fidèle à ce qu'était l'esprit du législateur en 2019, quand il y avait eu, pour ceux qui étaient présents, les débats sur le texte portant habilitation au gouvernement à prendre des mesures dans le cadre du Brexit, une volonté de protéger les ressortissants français au maximum, quelles que soient leurs études, leur statut, leur parcours, vis-à-vis des conséquences qu'il y aurait dans leur vie du Brexit. Et dernier point, pour répondre à ma collègue du Rassemblement national, donc s'il y a une coquille, ou en tout cas un oubli, mais on pourra en reparler dans l'exposé des motifs, c'est bien la philosophie du dispositif qu'il faut suivre, et le premier amendement que nous aurons à étudier permet effectivement de recentrer encore plus, d'être explicite. Nous visons ici les citoyens français ou membres d'un État de l'Union européenne formés au Royaume-Uni avant le Brexit. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. On va rentrer dans l'examen des amendements. À l'article 1er, nous avons déjà un premier amendement du rapporteur, le 9. Merci Monsieur le Président. Donc c'est un amendement qui ajuste la rédaction de l'article 1er, l'article principiel de la proposition. Donc en fait, il apparaît plus pertinent d'intégrer donc le dispositif au sein du 2 bulles de l'article 4131-1 du Code de la santé publique que nous modifions, qui liste les titres de formation exigés pour les ressortissants européens. Cela permet de ne pas créer donc un 3 bulles à la fin de ce long article déjà précis, et donc de ne pas créer une troisième voie autorisant l'exercice de la médecine en France qui serait seulement applicable aux personnes diplômées au Royaume-Uni. C'était un peu le sens de mon propos précédemment. La proposition de loi, elle vise à réaligner les personnes diplômées au Royaume-Uni ayant débuté leur formation avant le Brexit avec la procédure s'appliquant aux ressortissants européens. Donc c'est à la fois pour rapprocher de l'esprit du texte et dans un souci légistique que je réserve un avis favorable étant Très bien. dépositaire de cet amendement. C'est presque un rédactionnel. Bon, bref. Je vais mettre l'amendement aux voix, l'amendement du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté à l'unanimité. Je vais mettre aux voix l'article 1er. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté à l'unanimité. On a ensuite un amendement, le 6, qui n'est pas défendu. Et le premier, M. Clouet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon, il s'agit ici de continuer un peu le débat qu'on a pu avoir sur l'extension sur le régime général des PADU, puisqu'il s'agit de vous demander un rapport qui concerne les difficultés auxquelles sont confrontés les PADU en général. Je vais juste rebondir sur ce que disait notre collègue Dubré-Chirat, juste qu'on se comprenne bien. Il y a déjà des épreuves, les EVC, donc il ne s'agit pas ici de dire qu'on plaide pour une suppression des EVC. Il s'agissait notamment de la proposition qu'on a faite, nous, on l'a mis dans notre niche parlementaire, même la dernière fois, vous vous souvenez, on avait déjà eu le débat, soit de s'inspirer des dispositions qui existent notamment dans plusieurs territoires ultramarins sur l'exercice provisoire, ou alors en fait de faire des EVC
un véritable examen et pas vraiment un concours, parce qu'on sait qu'aujourd'hui le nombre de postes ouverts il est limité, c'est à peu près 20% d'une promotion, et donc on a des effets on a des notes auxquelles sont recalés les PADU qui sont très élevées. Il y a des SPE où on recale à 14,5, 15, 15,5. Donc il nous semble que là, il y a typiquement quelque chose auquel il faudrait travailler pour étendre l'accessibilité et la régularité de l'activité à des PADU qui ne rentrent pas dans le cadre de cette loi-là. C'est de celle-ci et ceux-là dont on parlait là, et c'est quand même des milliers de personnes. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Comme je le disais juste avant, le texte, il aborde la question des PADU un peu effectivement indirectement ou par côté. Et je n'ai pas la prétention ici de refondre dans cette petite et humble PPL l'ensemble du sujet. Par principe, mais ça c'est une doctrine qui est plutôt la mienne en tant que commissaire aux lois, je suis défavorable aux demandes de rapport. Il y en a aussi de nombreux dans notre Assemblée. La loi Valtou en 2023 qui avait traité de ce sujet avait offert, et je parle sous le contrôle du président, mais je pense avait offert des documents d'ensemble sur la question, le volume, la problématique de ces PADU, et donc ça sera, si on me le permet, sagesse ou sinon défavorable. Monsieur Clouet. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le rapporteur, vous dites que vous n'avez pas dans ce texte-là la prétention d'aller jusque-là. Écoutez, nous aussi, et on croit en ce texte, vous voyez, donc on voudrait y injecter encore plus de choses. Donc prenez-le comme une démarche de sympathie transpartisane. Travaux qui avaient été faits pour essayer de remettre à plat le sujet. Madame Mélin. Après. Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, je suis ravie que Monsieur Clouet soit frappé par la grâce et que nous puissions avoir un côté transpartisan poussé à ce point. Simplement faire remarquer que nous sommes là dans c'est un dossier effectivement extrêmement technique et extrêmement partiel et pointilleux. Plutôt que de parler des PADU, dont effectivement, Monsieur le Président de la Commission, vous aviez largement évoqué le cas dans votre proposition de loi il y a 2 ans maintenant, je crois. Décembre 2023. Décembre 2023, vous voyez que j'ai la mémoire. On ferait peut-être bien aussi de s'intéresser aux médecins français à diplôme étranger, qui sont peut-être pas très nombreux, mais qui, eux, ont un mal fou à pouvoir obtenir une équivalence dans notre pays. Du moins, c'est les témoignages qu'ils nous portent. Voilà, il faudrait peut-être qu'on avance beaucoup plus et éventuellement aussi s'intéresser à tous nos compatriotes qui ont été formés à l'étranger et que nous voudrions, et c'était, si je me souviens bien, l'axe de travail de notre collègue Yannick Noder, qui était de pouvoir les faire revenir dans notre hexagone pour qu'ils puissent venir en possession de la langue, finir leurs études ou arriver à harmonisation avec nos études. Donc peut-être pourrions-nous faire ça d'abord avant de repartir sur les PADU qui par ailleurs rendent des services, nous sommes assez d'accord, mais il y a peut-être des Français partout dans le monde qui voudraient bien venir exercer en France. Merci. Alors, d'abord Monsieur Isaac Sibyl et ensuite... Merci, Monsieur le Président. Non, j'aimerais qu'on pose. C'est vrai que, à travers cette proposition de loi, il y a beaucoup d'autres sujets qui arrivent. Et je rappelle quand même, et c'est un petit peu mon propos introductif, quand on parle de déserts médicaux, ces déserts médicaux, il est mondial. Et on manque de médecins partout. Et je trouve, par rapport au PADU ou par rapport aux réflexions qu'on a, on est quand même très égoïste. Dans le sens où, effectivement, en France, on manque de médecins. On n'a pas suffisamment formé jusqu'à 5 ans, on a remis effectivement le numerus clausus. Il y a 6 ans, excusez-moi, 7 ans, où on a remis le numerus clausus en cause. Donc on n'en forme pas assez en France, alors qu'on en manque. Certains pays, comme la Roumanie, forment des médecins, ou forment des Français pour être médecins et qui reviennent. Il y a le problème des PADU, qui, grosso modo, comprend à des pays étrangers, qui sont en manque de médecins, et chaque fois qu'il y a un PADU, je dis ça à chaque fois, parce qu'on n'a pas formé suffisamment de médecins, chaque fois qu'on a un PADU sur le territoire, c'est des patients étrangers dans leur pays qui manquent de médecins. Et donc, on est très égoïste. Regardez d'où est-ce que viennent les PADU. Les PADU, ils viennent de pays où les déserts médicaux sont encore plus importants. Et je trouve que par rapport à ces déserts médicaux, par rapport à ce manque de médecins, le raisonnement que j'entends autour de cette table, dans cette commission, c'est des raisonnements très égoïstes, et notamment vis-à-vis du reste du monde.
Jean-François Rousset a demandé la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Et effectivement, cette PPL permet d'ouvrir d'autres sujets, mais moi je vais quand même redire et rassurer un petit peu à la fois chez nous et dans la Commission. En novembre 2026, les premiers docteurs juniors vont irriguer nos territoires et donc vont être vraiment une solution à ce qu'on appelle communément les déserts médicaux. Pour ce qui concerne les médecins qui exercent en France et qui voudraient exercer, il ne faut pas déroger à une règle importante, c'est celle de la validation des épreuves et la qualité de la médecine qu'ils vont nous proposer. Voilà. Donc moi, je veux le redire. Et pour ce qui concerne les PADU, il me semble qu'il y a des travaux gouvernementaux en ce moment qui vont vers l'organisation plutôt d'un examen qu'un concours, avec une véritable évaluation des services potentiellement rendus. Merci. Très bien, merci. Sagesse. Donc je vais mettre aux voix l'amendement avec un avis de sagesse du rapporteur. Qui est favorable à l'amendement de M. Clouet, qui est favorable, qui est défavorable. Il est adopté à l'unanimité. Nous avons l'article... Donc je vais mettre... Non, c'est bon. Je vais mettre aux voix l'article 2, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Le titre, il y a un amendement sur le titre, monsieur le rapporteur. Oui, très rapidement, Monsieur le Président. Donc après les termes Royaume-Uni, d'ajouter ayant débuté leurs études pour bien spécifier que le titre de la proposition de loi laisse penser que seuls les médecins ayant été diplômés avant le Brexit seraient concernés par les dispositions du texte. Le but, donc, c'est tous ceux qui ont commencé leurs études avant la date effective du retrait du Royaume-Uni. Très bien, je vais mettre l'amendement aux voix. Qui est pour? Très bien, il est adopté à l'unanimité. Merci. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi qui est pour unanimité encore. Elle est adoptée. Merci. On se retrouve mardi après-midi et mercredi matin pour poursuivre les travaux qui sont les nôtres et notamment l'examen de propositions de loi qui ont été inscrits à l'ordre du jour des séances à partir du 27 janvier par la conférence des présidents. Oui, 3 textes transpartisans, inscrits par la conférence des présidents à la séance qui démarre le 27 janvier, aux séances qui démarrent le 27 janvier. Merci à vous tous. Oui? Pardon? Je vous entends pas. Pardon, mardi, c'est quoi mardi prochain les textes Les textes. Oui, c'est le texte de Madame Lebon sur les enfants de la Réunion. Et après, c'est quoi? Mercredi matin, c'est le parking des hôpitaux. Et l'intérêt de l'enfant de Madame Perrine Goulet, ouais, c'est ça. Groupe Modem. Bon, eh bien, merci pour ces travaux. À bientôt, à la semaine prochaine. Si cette séance vous a aidé à comprendre les enjeux sociaux et de santé publique débattus aujourd'hui, likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous à Hémicycle pour suivre les prochains travaux parlementaires.